Bonjour et bienvenue pour notre échange. Le matériel que nous examinons aujourd'hui, il touche à une expérience que je pense beaucoup reconnaîtront. Ce sentiment d'être complètement vidé, épuisé. Et non pas par paresse ou par manque de volonté, mais parce qu'on a, je cite, tenu longtemps. On continue de fonctionner, tout semble en ordre vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. Et le texte suggère que cet état, ce n'est pas une panne, mais un signal profond qui nous invite à faire la différence entre être, disons, simplement fonctionnel et être pleinement vivant. Oui, et c'est précisément là que notre désaccord prend racine. Le texte propose une voie de sortie qui passe par l'introspection, par une quête de sens pour aller plus juste. La question centrale pour nous aujourd'hui, c'est donc la suivante. Est-ce que cette fatigue généralisée est avant tout le symptôme d'une crise de sens, un appel de l'âme qui nécessite une réponse, disons, spirituelle? Ou bien est-elle de manière plus crue la conséquence directe d'un épuisement physique, nerveux? Un simple déséquilibre en fait entre nos ressources qui sont limitées et les exigences du monde qui, elles, sont illimitées. Et donc, est-ce que ça ne demande pas des ajustements très concrets avant même d'envisager la moindre quête existentielle? Exactement. Je défendrai l'idée que si la quête de sens est une destination noble, bien sûr, elle ne peut pas être le point de départ quand on est au bord de la rupture. C'est, pour moi, une erreur de hiérarchie qui peut même s'avérer cruelle. La priorité, c'est de sortir de la zone de danger par des actions pragmatiques. Et moi, je vais justement soutenir la perspective inverse, que sans une réévaluation fondamentale du sens de nos actions, tout changement pratique ne sera qu'un réaménagement de surface, un simple changement de décor dans la même pièce. On ne fera que repousser le prochain effondrement. C'est en commençant par le pourquoi qu'on trouve, je crois, la force de changer le comment. Ma position, elle s'ancre vraiment dans la nature même de la fatigue qui est décrite. Ce n'est pas la saine fatigue après un effort physique, on est d'accord. Le texte, il parle d'une érosion, de l'impression que, à l'intérieur, tout demande à ralentir, alors que je cite encore, le monde qui va trop vite, nous sommes d'être performants, motivés, adaptés. C'est une dissonance fondamentale entre notre rythme intérieur et le rythme extérieur. Cet épuisement, c'est donc un message intelligent de notre être. Il n'est dit pas tu es cassé, il murmure quelque chose doit changer. Et la réponse, ça ne peut pas être de faire plus, d'appliquer une nouvelle méthode. Non, c'est cette logique productiviste qui nous a menés là. La proposition du texte est radicalement différente. Il s'agit de retrouver du sens, de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer. Et ce processus, et ça c'est le point crucial, il commence par un acte interne, d'une simplicité désarmante. S'autoriser. S'autoriser à respirer. S'autoriser à se dire, comme le suggère le texte, je n'ai rien à prouver aujourd'hui. C'est un micro-changement de posture intérieure, une permission qu'on s'accorde. Ce n'est pas une action de plus à cocher sur une liste, c'est un acte de souveraineté qui précède et oriente toutes les actions futures pour qu'elles soient enfin justes et durables. Alors, je comprends parfaitement la séduction de cette approche. Vraiment, elle est élégante, elle parle à notre désir profond de vivre une vie alignée. Le diagnostic posé par le texte est d'une justesse chirurgicale. Qui ne se reconnaît pas là-dedans? Mais, et c'est un grand mais, c'est sur le remède, et disons son ordre d'administration, que je suis en profond désaccord. Présenter la quête de sens comme la toute première étape, c'est oublier une réalité qui est parfois brutale. Pour beaucoup, cette quête est un luxe inaccessible. Quand on est épuisé par une charge de travail écrasante, par des nuits de 4 heures à cause d'un enfant en bas âge ou par l'angoisse de ne pas pouvoir payer son loyer, la crise de sens, ce n'est pas le problème principal. Le problème, c'est le manque de sommeil, le manque de temps, le manque d'argent. Suggérer à quelqu'un dans cette situation de simplement se réaligner ou de respirer, c'est au mieux une naïveté, au pire une forme de mépris pour ses conditions matérielles. C'est lui proposer un mantra quand il a besoin d'un chèque ou d'une nuit de sommeil. Avant de pouvoir se demander pourquoi je fais tout ça, il faut d'abord avoir l'énergie de se lever le matin. La priorité absolue, c'est donc d'agir sur le concret pour recréer un minimum de ressources. Poser des limites, dire non, demander de l'aide, dormir. Pour moi, le sens n'est pas la graine, c'est la fleur. Et elle ne peut pousser que sur un terreau qui est redevenu fertile. Et s'occuper du terreau, c'est un travail très très pragmatique. Mais ce pragmatisme, est-ce qu'il ne risque pas d'être aveugle? Tu parles d'agir sur le concret, mais comment savoir quelle action poser? Comment savoir à quoi dire oui et à quoi dire non quand on a perdu sa boussole intérieure? C'est précisément le point du texte. Il insiste sur le besoin de, je cite, comprendre pourquoi on fait encore avant de prendre une décision. Prenons un exemple. Un enseignant épuisé.
Ton approche pragmatique lui dirait de prendre un congé maladie, de réduire sa charge de travail, de mieux s'organiser. Ce sont des mesures utiles, je ne le nie pas. Bien sûr. Mais si cet enseignant ne prend pas le temps de se demander pourquoi il s'est épuisé, qu'est-ce qui, dans son métier, a encore du sens pour lui et qu'est-ce qui l'a vidé, il risque de revenir au travail et de s'effondrer à nouveau 6 mois plus tard. L'action sans l'introspection, c'est souvent la répétition du même schéma. Le pas de côté que propose le texte, ce moment où on s'autorise à ne plus faire pour simplement être, ce n'est pas un luxe. C'est l'acte le plus efficace qui soit. Parce que c'est lui qui va garantir que les actions futures ne seront pas juste une autre forme d'agitation. Je vois où tu veux en venir, mais je pense que tu sous-estimes l'état de délabrement dans lequel se trouvent les personnes dont on parle. Cette introspection que tu décris comme un simple pas de côté, ça demande de l'énergie cognitive, ça demande de la clarté mentale. Or, le texte est très clair là-dessus. Il parle de gens qui se sentent vidés, pour qui il ne reste plus grand-chose. Comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources pour une réflexion profonde quand le réservoir est à sec ? Ton enseignant épuisé, il n'a pas la capacité mentale de redéfinir son rapport au métier. Il est en mode survie. Son cerveau est en état d'alerte permanent, focalisé sur la prochaine tâche, la prochaine sonnerie. Lui demander de faire une pause introspective à ce moment-là, c'est comme demander à quelqu'un qui se noie de réfléchir à ses plans de carrière. La première chose à faire, c'est de le sortir de l'eau. Et le sortir de l'eau, ce sont ces gestes de survie dont je parlais. Le congé maladie, le sommeil. Ce ne sont pas des solutions à long terme, je te l'accorde, mais ce sont les gestes qui créent un minuscule surplus d'oxygène. Un minuscule espace. Et c'est seulement dans cet espace, une fois la tête hors de l'eau, que la question « qu'est-ce que je fais maintenant ?» peut commencer à émerger. Vouloir commencer par le « pourquoi » quand on n'a plus la force de gérer le « comment », c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est une exigence qui peut même être paralysante. Je crois qu'on a une lecture différente de ce que le texte entend par introspection. Tu la présentes comme une tâche herculienne, une analyse psychologique complexe, mais le texte, lui, la décrit comme quelque chose de beaucoup plus simple. Il ne s'agit pas de réfléchir à sa vie, mais de s'accorder une permission. La phrase clé, c'est « je n'ai rien à prouver aujourd'hui ». Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un acte de grâce envers soi-même. C'est un minuscule interrupteur qu'on bascule à l'intérieur, et c'est là que réside la puissance de la chose. Le problème de fond, c'est que nous sommes prisonniers d'un système de validation externe. Le texte dit « on nous demande d'être performants ». Nous avons intériorisé cette demande. L'acte de s'autoriser à ne rien prouver est un acte de résistance à cette injonction. C'est une façon de reprendre le pouvoir, de déclarer son indépendance. Et cela ne demande pas des heures de méditation, ça peut prendre 3 secondes. C'est un choix conscient qui peut être fait, même au milieu du chaos. Et en faisant ça, on change la source de sa propre validation. Elle ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ce changement, même infime, modifie la perception de toutes les contraintes et donne la force de commencer à y résister. Là, j'avoue que j'ai vraiment du mal à te suivre. Cette vision, elle est séduisante en théorie, mais elle me semble terriblement solitaire. Et elle place une charge immense sur les épaules de l'individu. Le texte lui-même contient cette phrase magnifique « Tu n'as pas à porter tout ça tout seul ». Pourtant, la solution qu'il esquisse, celle de s'autoriser à se dire, est une démarche purement individuelle. Il y a une contradiction flagrante, non ? Si le problème est systémique, si c'est le monde et la pression collective qui nous épuise, comment la solution peut-elle être uniquement un dialogue intérieur ? En se concentrant sur la reprise de pouvoir individuel, on risque de faire quelque chose de très dangereux. On dépolitise le problème. On transforme un enjeu de société, la culture de la surperformance, les conditions de travail toxiques, la précarité, en une faillite personnelle. C'est comme si on disait à notre enseignant « Le système éducatif est cassé, les classes sont surchargées, mais la solution, c'est que vous changez votre posture intérieure. » C'est une injonction paradoxale qui peut même générer de la culpabilité. Non seulement je suis épuisé, mais en plus c'est de ma faute parce que je n'arrive pas à m'autoriser à ralentir. Le problème étant collectif, la solution ne devrait-elle pas l'être aussi en questionnant les structures qui nous broient ? Je ne suis pas sûr que l'opposition soit la bonne. Pour moi, l'individuel et le collectif ne s'opposent pas, ils se nourrissent. Je ne vois pas cette démence comme un repli sur soi, mais comme la fondation de toute action collective future. Comment peut-on remettre en question des structures externes si on est soi-même complètement aliéné à leurs exigences, elles ? Tant que notre propre valeur dépend de notre capacité à être performant selon les critères du système, nous n'avons aucun levier pour le changer.
On ne peut te tenter de s'y adapter jusqu'à l'épuisement. C'est en se reconnectant à son propre sens, à son propre rythme, à sa propre valeur intrinsèque qu'on trouve la clarté et la force de dire « ce système ne me convient plus ». Ces exigences sont inhumaines. L'acte individuel de s'autoriser n'est pas la fin de l'histoire, c'est le tout début. C'est ce qui nous fait passer d'un état où l'on fonctionne en subissant à un état où l'on redevient vivant et capable d'agir de manière alignée. Le sens, c'est le gouvernail. Sans lui, on peut ramer de toutes ses forces, c'est l'action pragmatique, on ne fera que tourner en rond ou foncer sur un récif. Le texte nous invite à prendre un instant pour trouver cette direction, c'est donc bien le prérequis absolu. J'entends l'argument de l'empowerment, vraiment. Mais j'y vois toujours plutôt l'aboutissement, ou en tout cas une étape bien plus tardive. Reprenons ma métaphore du terreau. Tu dis que le sang, c'est l'eau qui irrigue le sol. Je te réponds que si le sol est complètement bétonné par le stress chronique et le manque de sommeil, tu peux déverser toute l'eau du monde, elle ne pénétrera pas. Il faut d'abord décompacter le sol, l'aérer. Ce travail, ce sont les actions concrètes. Le sens n'est pas une chose abstraite qu'on peut trouver par la seule volonté dans un état de détresse. C'est une expérience qui émerge lorsque certaines conditions de base sont remplies. La sécurité, le repos, des relations saines, des limites claires. Ce sont les nutriments fondamentaux. Une fois que ces besoins sont, ne serait-ce que partiellement satisfaits, la question du sens peut émerger de manière organique. L'aborder de front quand on est en mode survie, c'est ajouter une injonction de plus à la liste. C'est le grand risque de toute la littérature du développement personnel. Elle nous dit non seulement qu'on doit être performant, mais qu'en plus on doit avoir une vie qui a du sens. Et si on ne le trouve pas, on se sent doublement en échec. C'est une pression supplémentaire. La priorité des priorités, c'est d'abord de sortir de la zone rouge, d'arrêter l'hémorragie. Et ça se fait avec des gestes simples, parfois même bêtes et mécaniques, pas avec une quête spirituelle. Bon, en résumé, je maintiens que la fatigue décrite ici est le signe d'une déconnexion fondamentale avec soi-même. C'est un symptôme de l'âme avant d'être un problème de gestion du temps. Sans commencer par un dialogue intérieur pour redéfinir ce qui est essentiel, les ajustements externes, bien que parfois utiles, ne traiteront que les manifestations du mal et nous laisseront vulnérables à la prochaine vague d'épuisement car la cause profonde n'aura pas été adressée. Le texte nous invite à un changement de paradigme courageux. Il ne s'agit plus de faire plus ou de faire mieux, mais d'aller plus juste. Et cette justesse, sa définition ne peut venir que de l'intérieur, de cette part de nous qui aspire à revivre et non plus seulement à fonctionner. De mon côté, je reste convaincue que si cette introspection est une destination souhaitable, bien sûr, elle ne peut pas être le point de départ pour une personne au bord du gouffre. La priorité absolue est de reconstruire sa base, de se sécuriser par des actions pragmatiques qui restaurent un minimum de ressources physiques et mentales. Ignorer cette dimension matérielle, physiologique, c'est risquer de transformer un problème d'épuisement, qui pourrait être géré, en une quête spirituelle écrasante et inaccessible. Cela ajoute au sentiment d'échec de la personne qui souffre déjà. On doit d'abord s'assurer que la personne peut flotter avant de lui demander de choisir une direction de nage. Notre échange illustre parfaitement la tension au cœur de l'expérience humaine, celle entre l'être et le faire. Le texte, en nous invitant à distinguer ce qui, en nous, fonctionne et ce qui aspire à revivre, nous place au centre de ce dilemme. Le premier pas, finalement, c'est peut-être simplement de reconnaître cette distinction en soi, de prendre conscience qu'on est devenu une machine admirablement fonctionnelle, mais que quelque part, une part vivante, sensible et vibrante demande à être entendue. Tout à fait. Et le chemin est sans doute un équilibre délicat entre ces deux pôles, une danse constante entre l'action, qui sécurise, et l'introspection qui oriente. Le matériel que nous avons exploré ne donne pas de réponse unique, mais il a le mérite immense d'ouvrir le débat. La question de savoir par où commencer, par le soin du corps ou celui de l'âme, reste ouverte et la réponse est probablement différente pour chacun, à chaque moment de sa vie.